Bonjour à tout le monde. Contente de vous retrouver cet après-midi pour un nouveau tour du monde en virtuel. Et aujourd'hui, nous partons vers Amsterdam. Je redis bonjour à tous les auditeurs fidèles d'Intermède, nos auditeurs et nos voyageurs, très bientôt, je l'espère. Je regarde rapidement. Vous êtes nombreux à vous connecter. Voilà, il y en aura sûrement que je connais, qui m'écoutent, d'autres que je ne connais pas encore. Et voilà, nous allons commencer tout de suite cette conférence sur ce grand musée d'Amsterdam qui s'appelle le Rijksmuseum. Et nous commençons directement avec une très belle vue de la galerie d'honneur de ce musée national ou musée d'État qui est le Rijksmuseum. Alors, un petit peu d'histoire avant de voir les chefs-d'œuvre de ce musée. Tout d'abord, comment s'est constitué ce musée et comment se sont constituées ses collections. Eh bien, comme souvent, il s'agit de collections qui avaient été faites donc, par des princes ou des monarques. Ici, dans ce cas, il s'agit de Guillaume V, donc, qui est prince d'Orange-Nassau et qui sera également le dernier gouverneur des Provinces-Unies des Pays-Bas, qu'on appelle donc Stadhouder, qui donc avait un comportement avec une dérive monarchique qui finalement va déplaire à ses sujets, donc le mouvement des patriotes qui est finalement inspiré par la Révolution française, donc vont le chasser du pouvoir. Ce sera en 1795 avec l'aide des Français d'ailleurs, et donc sa résidence qui se trouve près de La Haye, le Huistenborg, sera donc pris par les révolutionnaires français qui finalement donc vont restituer ce bien à la nouvelle République batave, qui sera une république assez éphémère, il faut le dire, mais qui va donc se constituer à partir de 1795. Et il y aura, bien sûr, comme souvent, tout le butin de guerre qui sera pris par les Français et qui seront emmenés au musée du Louvre, qui vient de se constituer d'ailleurs, ce qui explique qu'il y a une bonne partie des maîtres hollandais qui se trouvent au Louvre. Une partie de ce butin sera restituée par la suite après la défaite de Waterloo, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui restent en France. C'est en 1800 qu'il y a donc les républicains qui vont décider de faire un musée sur le modèle français. Donc la fondation, c'est en 800 et le nom officiel, c'est National Kunstgalerie, donc avec non pas Kunst, comme on dit en néerlandais, mais Kunst, avec au début très peu de peinture finalement. Et parmi les collections, des peintures, des estampes, des fossiles, des pierres, des animaux du Stadtholder, donc du gouverneur Guillaume V, qui est d'ailleurs le père du premier roi des Pays-Bas. On verra ça plus tard. Par la suite, en fait, cette République batave ne va pas subsister très longtemps. Finalement, donc, ça deviendra une sorte d'annexe française et Bonaparte va nommer son frère Louis Bonaparte pour devenir roi de Hollande en 1806. Il le sera jusqu'en 1810. Louis Bonaparte est extrêmement impliqué dans son rôle de monarque des Hollandais. Il apprend le néerlandais, bon, il ne le parle pas parfaitement, enfin, il fait cet effort. Il va s'inspirer beaucoup de ce qu'il fait en France pour rénover son royaume de Hollande. Il s'occupe de ces sujets, il refuse la conscription et il va fonder différentes institutions, académies des sciences, des lettres et des beaux-arts. Et après avoir résidé 2 ans à La Haye, notamment dans le palais Huistenbosch, qui est maintenant d'ailleurs la résidence des rois des Pays-Bas, il donc décide de venir à Amsterdam et de faire Amsterdam la capitale donc des Pays-Bas, enfin, du royaume de Hollande comme on l'appelle à l'époque.
Il n'y a pas de palais à Amsterdam, puisque je vous rappelle qu'avant l'arrivée des Français, il s'agissait d'une république. Mais il y a un très bel hôtel de ville qui a été construit au XVIIe siècle, qu'on appelait alors la 8e merveille du monde, un très beau palais construit par l'architecte Jacob van Campen dans le style très classique du XVIIe siècle. Et l'ajout à ce palais, ce sera la balustrade au premier étage, au-dessus des arcades des 7 portes, si vous pouvez le distinguer sur cette vue. Il va faire entièrement redécorer et remeubler cet ancien hôtel de ville pour en faire un palais, avec des meubles de style empire qui sont toujours là d'ailleurs. Et donc, il va décider de créer également un musée. Donc, il va rapatrier les collections qui se trouvent à La Haye pour les mettre au 3e étage de ce palais. C'est un musée qui était public à La Haye, qui ne sera pas forcément complètement dans ce palais royal désormais, comme le palais sur le Dam, comme on l'appelle. Et il y avait dans ce palais ou dans cet hôtel de ville une très grande toile qui est la Ronde de nuit de Rembrandt et qui avait été transportée là en 1715. On reviendra sur cet événement. Toujours est-il que c'est vraiment le noyau de la collection à partir de 1808. Alors, Louis Bonaparte ne va pas véritablement suivre les ordres de son frère, notamment en ne désirant pas la conscription pour les Hollandais. Donc, finalement, il devra démissionner de son rôle de monarque en 1810 et les Pays-Bas deviendront donc un département français. Suite aux défaites donc, de Napoléon, il y aura le retour des Hollandais au pouvoir et le fils de Guillaume V, qui est Guillaume Frédéric, va finalement répondre aux demandes des Hollandais pour le retour de cette famille d'Orange-Nassau. Et après la bataille de Waterloo, il va d'abord donc un peu se faire désirer pour devenir monarque et finalement il va être couronné en mars 1815. Donc c'est lui qui va reprendre l'idée du musée, qui n'est toujours pas dans le bâtiment actuel qui est le Rijksmuseum, mais qui va être hébergé à l'intérieur de cette sorte de palais, si on peut dire, qui était la plus vaste maison privée d'Amsterdam, hein, si on accepte bien sûr l'hôtel de ville que nous venons de voir et qui deviendra le Palais Royal. Dans cette maison patricienne s'appelle la maison des Tripes. C'était 2 frères qui avaient fait fortune dans le commerce des armes, donc avec les contacts avec la Suède, l'importation du fer, donc artillerie, munitions, du fer qui était exporté vers l'Angleterre, donc une des familles d'armurerie les plus riches d'Amsterdam. Et en réalité, derrière cette façade unique du XVIIe siècle se cachent 2 maisons, une pour chacun des 2 frères. Cette famille restera très très importante à Amsterdam, va jouer un rôle important. On verra d'ailleurs plus tard un portrait de la fille d'un de ces fondateurs de la maison, Maria Tripp, portraiturée par Rembrandt. À ce moment-là, ce bâtiment, donc ce double bâtiment, va en réalité héberger 2 fonctions différentes. Donc d'une part, il y aura l'Institut royal des sciences, des lettres et des beaux-arts qui avait été fondé par Louis Bonaparte et qui va trouver place à l'intérieur de cette maison, qui va finalement se scinder en Académie royale des sciences dans la maison qui se trouve à gauche, et dans la maison à droite, on va trouver le musée des beaux-arts ou le musée qu'on appelle Slandsmuseum en 1814, c'est-à-dire le musée d'État, qui finalement prendra le nom de Rijksmuseum à partir du moment où Guillaume va se faire couronner en mars comme roi des Pays-Bas. Je n'ai pas de photo bien sûr, de cet intérieur. Par contre, vous pouvez voir, d'après les dessins, quel était l'aménagement de ce bâtiment qui n'était bien sûr pas fait
au départ pour être un musée et qui lui-même comptait déjà une décoration qui avait été faite par de très grands peintres, dont Ferdinand Bol, qui était un élève très talentueux de Rembrandt. Mais si on regarde sur les dessins, on peut voir qu'il y avait de très très grands tableaux. Donc à l'époque, il y avait à peu près 225 peintures, donc surtout de la peinture du siècle d'or des Pays-Bas, mais également des maniéristes. Donc vraiment le premier fond de la collection et également quelques maîtres italiens. Alors dans la salle du fond, on peut apercevoir un tableau de grand format que vous pouvez voir en vrai sur la droite, qui est donc un tableau d'un maniériste hollandais, un maniériste de Haarlem, dont on va reparler par la suite, et qui s'appelle Cornelis van Haarlem. Donc nous sommes à la fin du XVIe siècle avec donc cette représentation du péché originel. En 1885, nouveau projet sous le roi Guillaume III. Amsterdam est devenue la capitale donc d'un royaume en pleine expansion. Il y a eu 2 ans plus tôt la première exposition internationale et coloniale d'Europe sur cette énorme sorte de champ de foire qui se trouve à l'extérieur de la ville des Canaux, qui avait été construite surtout au fin du XVIe et du XVIIe siècle. Et donc là, au-delà des remparts, au-delà du canal qu'on appelle le Single, on va désormais donc faire construire un énorme bâtiment. L'architecte s'appelle Pierre Cuypers, donc pas Peter, mais bien Pierre, parce qu'il était d'origine flamande, catholique. C'est un des bienfaits de l'arrivée des Français, c'est la liberté de culte désormais aux Pays-Bas, qui n'était pas autorisée depuis qu'il y a eu cette guerre de religion qui a finalement abouti à la scission des 7 provinces du nord des Pays-Bas par rapport aux Pays-Bas méridionaux, donc la Belgique, qui sont restés sous la tutelle catholique des Espagnols. Donc, à partir du moment où il y a les Français qui arrivent aux Pays-Bas, il y aura cette liberté de culte qui sera donnée aux catholiques et également aux juifs. Et Pierre Cuypers était spécialisé dans la construction des églises et des couvents. Il avait étudié à l'Académie d'architecture d'Anvers et c'est ce genre néo-gothique qui était très à la mode à l'époque se ressent bien sûr dans ce bâtiment, mais qui néanmoins compte des éléments Renaissance. Alors, une autre vue de ce bâtiment, vue d'un peu plus loin, avec le canal du Single, qui marque véritablement la fin de la ville du XVIIe siècle et cette grande expansion qui va se faire à la fin du XIXe siècle à Amsterdam, avec 3 bâtiments qui seront construits en même temps. Tout d'abord, ce grand musée, le Rijksmuseum. Ensuite, il y aura également, très peu de temps après, la construction du Concertgebouw, donc le bâtiment de musique, et également d'un autre musée municipal, le Stedelijk Museum, qui lui accueillera plutôt toutes les collections au 19e et 20e siècle, ainsi que l'art contemporain, musée extrêmement actif également. Alors, le bâtiment lui-même, comme on va revenir juste un instant en arrière, comme vous le voyez, il y a en dessous de l'entrée principale, il y a 3 arcades, puisque Pierre Cuypers avait décidé dès le départ de faire un passage piétonnier pour aller vers le champ de foire qui se trouvait à l'extérieur. Ce passage n'était plus accessible depuis qu'il y avait eu donc les administrations qui avaient envahi un peu le bâtiment, la construction de nouvelles ailes avec un bâtiment pour les collections asiatiques. Donc, lorsque en 2003, on décide de fermer le musée pour une grande rénovation qui devait durer 3 ans et qui va finalement fermer 10 ans, on va finalement décider de réouvrir ce passage qui est un passage piétonnier.
Hein, donc, le passage, on le voit ici, c'est un passage pour les vélos et pour les piétons. C'est sur décision collégiale, je dirais aussi des habitants d'Amsterdam qui ont décidé de réouvrir ce passage. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, la vie des citoyens est toujours très très important. On va les prendre en compte. Et donc, voilà, on peut de nos jours apercevoir déjà une partie des collections avec l'atrium qui a été extrêmement bien rénové par un cabinet d'architecture espagnole. Alors, parmi les travaux de restauration, ce qu'on a pu faire également, c'est remettre en valeur tout le bâtiment extrêmement bien décoré à l'époque de Pierre Coppert. Donc, la beauté de ce bâtiment avait été un peu occultée au fil des années. Et parmi les collections, il y a évidemment ces bibliothèques, qui étaient également une librairie royale qui avait été inaugurée par Louis Bonaparte et qui s'est considérablement enrichie pour avoir de nos jours 300 000 volumes. Donc ça, c'est une des réussites de la rénovation qui s'est achevée en 2013. Alors, voyons maintenant donc les objets, les chefs-d'œuvre de cette collection. La partie vraiment religieuse sera assez peu importante à l'intérieur de ce musée, puisque les collections commencent en 1400 jusqu'en 1900. Mais la crise iconoclaste est passée par là, donc beaucoup des chefs-d'œuvre de cette époque-là ont disparu. Alors, un petit peu d'histoire au sujet des Pays-Bas. Eh bien, il faut savoir que les Pays-Bas vont rentrer à l'intérieur de ce cercle de Bourgogne avec Philippe le Bon, qui va annexer donc toute cette partie de Hollande et de Zélande. Et donc, si à ce moment-là, sous Philippe le Bon, la capitale se trouve plutôt à Bruges, eh bien, il y a évidemment aussi des artistes qui vont faire des réalisations aux Pays-Bas, en Hollande et en Zélande. Alors, ces petites statuettes qui font 55 cm de haut sont des chefs-d'œuvre qui ont été acquises au XVIIe siècle par la municipalité d'Amsterdam et qui sont des petites statuettes qui ornaient le tombeau d'Isabelle de Bourbon, première femme du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Et ces petites statuettes donc sont faites sur le modèle, on peut dire, donc, de la chartreuse de Champmol, et qui était prévue pour être le panthéon de ces ducs de Bourgogne. Donc, parmi les 24 pleurants d'origine, il n'y en a que 10 qui ont été préservés, les autres ont été saccagés, vendus lors du démantèlement de l'église de l'abbaye Saint-Michel à Anvers, où était enterrée Isabelle de Bourbon. On peut on peut voir le gisant de nos jours, le gisant de marbre noir que vous voyez en bas de cette vue au musée M de Louvain, en Belgique, tandis que 10 des pleurants sont exposés dans les salles du Rijksmuseum. Donc, c'est l'œuvre d'un sculpteur bruxellois, Jan Boerman, et d'un fondeur qui est Régnier de Tielmen ou de Tirlemont. La peinture religieuse sera très très abondante, bien sûr. Les commanditaires sont les églises, les mécènes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, la révolte iconoclaste va passer par là en 1566 et beaucoup de ses œuvres seront détruites. Alors, sur la gauche, on peut voir une œuvre, donc le thème est le même pour les deux panneaux, il s'agit de l'adoration des mages. Geert Totsinians est un peintre qui est encore dans la tradition qu'on peut appeler le gothique international.
En réalité, il est assez proche de ce qu'on appelle les primitifs flamands, donc comme un Van Eyck, comme un Memling ou Gérard David. Et voilà, donc on peut voir ce style qui est très inspiré de la miniature, les talents de coloriste. On peut voir l'horizon qui est extrêmement haut, donc une perspective qui est marquée par cette illusion de personnages qui partent en cavalcade vers l'arrière du tableau. Également, donc, ce réalisme et ce souci du détail qui est très particulier des primitifs flamands, qu'on retrouve également chez Geert Tot Signans et qu'on va retrouver bien sûr dans la peinture hollandaise. C'est une des caractéristiques de la peinture hollandaise. Vous remarquerez que parmi les rois mages, il y a un africain, comme on le voit également sur le volet de droite, puisque désormais, avec la conquête de les voyages en Afrique et en Amérique, il va y avoir ce commerce triangulaire qui va voir l'apparition petit à petit d'Africains au Portugal, mais également aux Pays-Bas. Donc, ça deviendra un fait d'avoir toujours un Africain parmi ces rois mages. Jan Mostert, que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, a un style différent. Il y a voilà, une trentaine d'années qui séparent les deux œuvres. On peut voir que le style commence à être assez influencé par la peinture italienne, notamment dans la figuration de cette sorte de frise Renaissance qu'on peut trouver sur le haut du tableau. Alors, il y a encore des structures un peu gothiques. Les ruines, c'est comme sorte de ruines de l'Antiquité. C'est également des références à l'Italie. Et on peut voir que si les personnages sont toujours très imprégnés de réalisme, comme les donateurs qui se trouvent sur la droite, il y a malgré tout toujours cette idée donc d'une sorte de style un peu acéré qui est assez caractéristique de la peinture flamande. Jan Mostert était un peintre officiel de Marguerite d'Autriche, qui était la tante de Charles Quint et qui en réalité va s'occuper entièrement de l'éducation de Charles à partir du moment où le père de Charles Quint, Philippe le Beau, meurt en 1506 et que sa mère, Jeanne de Castille, est internée. Nous sommes en chemin vers ce qu'on appelle véritablement la Renaissance hollandaise au XVIe siècle, avec un peintre qui va travailler beaucoup à Utrecht, qui s'appelle Jan van Scorel. Jan van Scorel a donc vécu assez longtemps à Rome. Il a d'ailleurs été nommé conservateur des antiquités du Vatican par le pape Adrien VI, qui était d'ailleurs un pape d'origine d'Utrecht et qui sera le dernier pape non italien qui se trouve donc au Vatican. Alors, on peut directement voir la différence avec le tableau de Jan Mostert. On peut voir d'ailleurs que les personnages désormais ont une physionomie beaucoup plus italienne, des paysages très inspirés d'artistes comme Joachim Patinir. Et sur cette représentation de Marie-Madeleine, on peut voir deux histoires dans l'une. Donc, on voit Marie-Madeleine avec le pot d'onguent à l'avant, avec cette magnifique robe qui montre une mode très, très différente de ce qu'on trouvait à l'époque précédente du gothique international, donc avec notamment ces robes à crever et des très, très beaux tissus orientaux. Et seconde histoire à l'arrière, si vous regardez un petit peu sur la gauche, en contrebas du pot à onguent, on peut voir Marie-Madeleine qui vit dans une grotte et qui est emportée au ciel par les anges. Donc, le paysage prend une part considérable dans ce tableau. Donc, il est le véritable introducteur de la Renaissance aux Pays-Bas.
Alors, voilà un autre peintre qu'on considère aussi comme un introducteur de la Renaissance aux Pays-Bas, c'est Lucas de Leyden. Leyden était une ville très très importante, comme l'était Haarlem. À ce moment-là, Amsterdam ne jouait pas encore un rôle très important. Elle va devenir une ville importante seulement à partir du moment où il y aura donc la révolte contre le pouvoir espagnol, contre Philippe II, et où il va y avoir un afflux de réfugiés importants qui viennent d'Anvers ou qui viennent de France, ce sont les protestants français. Mais à ce moment-là, c'est surtout à Leiden où il y a une université qu'on va y avoir véritablement les grands centres de culture. Et on voit ici, avec ce triptyque de l'adoration du veau d'or, encore une scène biblique. Ces scènes bibliques, ces scènes religieuses vont disparaître petit à petit au XVIe siècle, puisque aux Pays-Bas, on va être plus proche donc des doctrines germaniques et on sera plus proche évidemment de Luther. On va voir que ça va jouer un rôle important. Alors, Lucas de Leyden montre qu'il a lui-même été très influencé par l'Italie, notamment par Raphaël ou Signorelli, dont il a beaucoup étudié l'œuvre, notamment par le biais de gravures ou parce qu'il a fait le voyage en Italie, comme c'était souvent le cas. C'est un contemporain de Dürer, c'était également un excellent graveur et on peut voir toujours la qualité des couleurs, ce talent de coloriste qui caractérisait beaucoup ces peintres qui, comme les primitifs flamands, réalisaient toujours des tableaux sur panneaux en chêne et qui étaient de la peinture à l'huile qui permettait d'avoir cette vigueur des coloris. Et on s'achemine au XVIe siècle, vers la fin du XVIe siècle, avec un style tout à fait nouveau, qui est donc le style qu'on appelle le maniérisme. Alors, avant de revenir sur ce tableau, voyons ce qui se passe donc à la fin du XVIe siècle. Il y a Charles Quint qui a abdiqué en faveur de son fils Philippe II. Le frère de Charles Quint, Ferdinand, devient empereur germanique. Philippe II est roi des Espagnes. Et Philippe II va lancer une inquisition extrêmement virulente, ce qui va entraîner des rébellions importantes aux Pays-Bas. Et celui qui va se retrouver malgré lui chef de cette rébellion, c'est un prince qui était proche de Charles Quint, puisqu'en fait il a été élevé à la cour de Charles Quint dans la religion catholique en français, le prince d'Orange de Nassau, qui avait 22 ans lorsque Charles Quint a abdiqué à Bruxelles. Il va se retrouver à la tête de cette révolution. Il est représenté ici en tant que stadhouder, c'est-à-dire gouverneur des Pays-Bas. Donc la véritable révolte commence donc en 1565 et cette guerre d'indépendance va durer pendant 80 ans. Voilà donc un très beau portrait signé par Adrian Kay. Revenons à Cornelis de Haarlem qui a vécu en direct, je veux dire, cette répression faite par les Espagnols, par le duc d'Albe qui à la demande de la gouvernante des Pays-Bas, envoie ses troupes sur Haarlem qui va résister pendant 7 mois et qui, donc au terme de ce siège exsangue, va finalement devoir se rendre et il y aura un massacre terrible. Cornelis avait seulement 10 ans lors du siège de sa ville en 1572-1573. Il sera recueilli ailleurs, en Hollande, chez un peintre qui va assurer sa formation. Et bien sûr, cette image ici donc, du massacre des innocents n'est pas seulement une peinture religieuse qui fait référence à cet événement de la Bible, c'est également une référence au massacre de Haarlem, au siège de Haarlem. Et on peut voir à la fois donc, tout ce maniérisme qui sera désormais très présent à Haarlem. Cornelis van Haarlem sera le fondateur de l'Académie des maniéristes de Haarlem
avec Karel van Mander, qui est une sorte de Vasari hollandais qui a était lui-même un peintre et qui a écrit toute la vie des différents peintres, mais il sera aussi celui qui va introduire en quelque sorte toute l'œuvre du maniérisme pragois aux Pays-Bas. Et il y avait également dans cette académie de Haarlem un autre peintre dont nous parlerons plus tard, un graveur au départ, et puis peintre Hendrik Goltzius. Vous pouvez véritablement voir l'influence de la Renaissance italienne, donc de ces corps un peu torturés, de ces avant-plans, ces nus, ces positions un petit peu à la Luca Signorelli, la puissance des corps nus, avec des détails parfois un peu triviaux, par exemple les plantes de pied qui sont sales, les carnation extrême, les femmes très très blanches, les hommes plus foncés, et donc ce ciel très très tourmenté. Donc dans cette très très belle composition, on peut véritablement mesurer donc cette lutte contre les Espagnols, puisqu'en fait ce peintre a réalisé ce tableau, dit-on, à la gloire de Moritz, qui était le fils de Guillaume le Taciturne et qui sera le chef des armées. Alors, la date du tableau n'est pas exacte sur la vue, j'ai écrit 1580, c'est en réalité 1590. Alors, on va partir petit à petit dans le XVIIe siècle avec des peintures qui seront classées par genre. En effet, au XVIIe siècle, on va petit à petit se diriger vers une république bourgeoise. Amsterdam devient une ville importante et les peintres vont se catégoriser en genre. Le premier qui va initier véritablement la peinture de paysage, c'est Hendrik Averkamp, avec ce paysage d'hiver, où vous ferez bien sûr le lien avec un autre peintre de la fin du XVIe siècle, pardon, qui est Bruegel, avec donc ces paysages d'hiver, avec un tableau qu'il faut mesurer avec beaucoup d'attention quand on est près du tableau, parce qu'il y a quantité de petits détails, parfois triviaux d'ailleurs, ou amusants. Donc ces patineurs, ces joueurs de hockey sur glace, ces familles bourgeoises qui se mêlent à des paysans et qui donc profitent des joies de l'hiver. On peut remarquer que dans ce paysage, les arbres dénudés sont utilisés pour faire une scansion, pour donner une perspective vers une sorte de brume, et que l'horizon reste assez haut, ce qui va changer par la suite dans la peinture de paysage des Hollandais. La peinture du siècle d'or s'achève avec, la peinture maniériste s'achève avec Hendrik Goltzius, qui annonce lui-même déjà plusieurs genres dans ce tableau. Donc ce peintre qui a été graveur à l'origine, un excellent graveur qui a fait connaître, on peut dire, toute la peinture italienne au travers de ses gravures, lui-même va se mettre à la peinture et on peut faire également une deuxième lecture à l'intérieur de ce tableau biblique qui représente donc l'incendie de Sodome sur la droite, Lot et ses filles, et on peut voir donc comment les deux filles qui se retrouvent donc sans homme, tous ayant péri à Sodome, vont finalement enivrer leur père pour pouvoir donc avoir une descendance. Vous pouvez remarquer qu'il y a un renard qui se profile à l'arrière de la fille à droite et qui montre la ruse des filles qui vont enivrer leur père. Et à l'avant du tableau, à gauche, on peut voir par contre les différents fromages, l'état de maturation des fromages. C'est déjà une sorte de nature morte qui deviendra un genre en lui-même dans la peinture du siècle d'or. Un autre courant qui va se développer, c'est le caravagisme. Donc Caravage est mort en 1610, il a beaucoup influencé des générations
d'artistes du siècle d'or, y compris Rembrandt. Et on peut voir ici dans cette représentation de Prométhée enchaîné par Vulcain, cette empreinte du Caravage. Dirk van Baburen représente l'école caravagiste d'Utrecht. Lui-même a vécu longtemps à Rome, pendant 6 ou 7 ans, et il a eu l'occasion de faire des peintures, notamment à l'église de Montorio, et il a pu copier des œuvres de Caravage. Donc cette influence est très prégnante et elle va jouer un rôle également dans la peinture de Vermeer, puisque Vermeer a eu au départ une carrière comme peintre catholique et qui va s'inspirer de celle de ces caravagistes d'Utrecht qui réalisaient soit des peintures mythologiques, comme on peut le voir ici, ou des peintures pour des églises catholiques, puisque malgré le calvinisme qui devient la seule religion officielle, il y a les catholiques qui continuent à avoir des églises clandestines et à passer des commandes. Alors, le musée, voilà, on va passer vers la grande galerie qu'on appelle la galerie d'honneur, magnifiquement restaurée ces dernières années. On a refait toutes les peintures telles qu'elles existaient en 1885. Et dès le départ, cette galerie avait été organisée autour d'un tableau phare qui est La Ronde de nuit de Rembrandt. Ce tableau avait été réalisé au départ pour orner le siège d'une milice, donc une garde civique. Il y en avait 3 à Amsterdam. Celle-ci, c'était la milice des arquebusiers. Et ce tableau avait des dimensions absolument extraordinaires. Hein. C'est un tableau qui a perdu un peu, quelques personnages ont été rabotés, puisque lorsqu'on a déménagé le tableau du siège de la garde civique des arquebusiers qui se trouve d'Oulenstraat vers le palais du Dam, en 1715, on a déjà dû renier donc cette immense toile qui faisait au départ 5 mètres sur 3 mètres 87. Maintenant, ces dimensions sont quand même toujours considérables, 4 mètres 38 sur 3 mètres 50. La toile a été encore transportée une nouvelle fois vers la maison des Tripes, la tripeneuse. Ensuite, elle a été transportée au Rijksmuseum. On l'a transportée encore une nouvelle fois ailleurs pour être cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, par exemple, on est en train de restaurer cette toile qui a été un peu endommagée au fil des années et qui a subi également des dégradations volontaires. Et la restauration se fait maintenant sur place. Alors, c'est le tableau le plus emblématique de Rembrandt van Rijn, qui est véritablement le peintre le plus important de ce siècle d'or. Et on va voir avec les 2 autres peintures de groupe qui sont exposées à ses côtés que Rembrandt a véritablement révolutionné ce genre de peinture qu'on va appeler Doelenstuk, c'est-à-dire la peinture de groupe qui doit représenter ces gardes civiques. Donc, tous les membres de la garde doivent être présents. Alors ici, au lieu de représenter les personnages autour d'une table, comme c'était souvent le cas, on voit que Rembrandt va montrer donc le capitaine Balingskog qui donne l'ordre de marche. Il est au milieu du tableau en noir avec sa grande bannière rouge et il donne l'ordre de marche en avant-marche et on voit qu'il y a donc les arquebuses qui vont être mises en place. Il y a des coups qui sont tirés, le personnage qui se trouve à droite derrière le lieutenant en jaune. On peut voir une petite fille qui passe à gauche avec un poulet accroché à sa ceinture, donc qui fait référence à cette milice des Klauvenir ou Klauvenir, Klau, c'est la griffe. Donc il y a plein de petites allusions qui sont introduites à l'intérieur de ce tableau qui montre la grande
virtuosité de Rembrandt. Dans le genre de peinture, il y a aussi bien sûr donc Frans Hals, qui est la génération précédente, qui lui était anversois, mais qui a passé toute sa vie à Harlem, et qui va montrer un genre très très différent. On dit souvent que c'est le premier des impressionnistes. Et il vivait à Harlem, mais il avait reçu la commande de cette guilde d'Amsterdam, donc il devait faire sans cesse les déplacements pour faire les portraits exacts de ces membres de la confrérie, ce qui a pris 3 ans. Au bout de 3 ans, il n'avait toujours pas terminé le tableau. Donc finalement, la guilde a demandé que la commande soit terminée par un autre peintre qui s'appelle Peter Code. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que les 7 personnages qui se trouvent à droite sont peints dans un style très très différent. D'ailleurs, Vincent van Gogh, qui a visité 3 fois les collections du Rijksmuseum, était absolument fasciné par ce tableau et notamment par donc les personnages à l'extrême gauche avec ces petits traits de peinture hachurée extrêmement caractéristiques de l'œuvre de Frans Hals, qui est un peintre qui est assez unique en son genre tout au début du siècle d'or. Autre peinture de groupe et autre genre, il s'agit de Bartholomeus van der Helst, qui était le concurrent direct, on peut dire, de Rembrandt, qui d'ailleurs a certainement eu beaucoup plus de succès que Rembrandt au siècle d'or, puisque c'est lui qui va faire se spécialiser dans le portrait plus vrai que nature, dans le souci des détails. On peut voir ici cette guilde des arbalétriers à étrier qui célèbre le traité de Münster, la paix de Münster en 1648, une date importante pour les Provinces unies, puisque c'est la fin de la guerre avec l'Espagne. Donc 80 années de guerre, au cours desquelles donc les Pays-Bas septentrionaux vont gagner leur indépendance et devenir véritablement la République des 7 provinces unies. Et on peut voir donc le capitaine et le lieutenant qui se trouvent dans le tiers droit du tableau, qui se congratulent, qui se serrent la main. Le personnage, le capitaine en noir, avec une plume sur son chapeau, tient une grande coupe en argent qui était un objet d'apparat, et on voit sur la table donc quantité d'objets de très grande valeur qui étaient sortis spécialement par ces gardes civiques qui étaient donc censés défendre la ville d'Amsterdam. Il y avait 3 de ces gardes civiques. Donc Bartholomeus van der Helst, grand peintre du XVIIe siècle, très apprécié par la bourgeoisie d'Amsterdam, puisqu'en effet, c'est la bourgeoisie d'Amsterdam qui va commanditer les œuvres. Les couvents et abbayes sont fermés, l'église n'a plus d'ornement, ce sont des églises calvinistes, donc désormais, ce sont les bourgeois qui vont faire ces commandes de tableaux. On estime à 5 millions le nombre de tableaux qui ont été peints au XVIIe siècle. Dans le portrait de groupe, Rembrandt va toujours être un innovateur ou un précurseur, il va sortir du genre. Voilà un autre tableau de groupe qui est le syndic des drapiers, ceux qui contrôlaient la qualité des draps qui étaient produits à Amsterdam, et ils sont représentés au premier étage de leur siège de la guilde, de nouveau dans une attitude extrêmement dynamique puisqu'ils scellent leur réunion auprès d'un registre et ils sont sur le point de partir. Il y en a qui est à moitié sorti de son siège, celui qui se trouve à droite a pris ses gants en main et on peut voir également toute cette touche extraordinaire de Rembrandt avec donc la couleur qui devient un peu impressionniste, notamment dans le traité du tapis qui couvre la table et qui montre la qualité de la laine et du drap qui
qui était produite à Amsterdam. C'est un des tableaux tardifs de Rembrandt en 1662. Le portrait, en général, reste un genre très apprécié. Il y a les portraits de mariage. Généralement, dans le portrait de mariage, on a les deux personnages qui figurent chacun sur un panneau avec les différents blasons qui montrent que ces bourgeois, petit à petit, vont faire des mariages avec des familles patriciennes. Donc, on gagne ces lettres de noblesse. Frans Hals, encore une fois, va un petit peu renouveler le genre, c'est-à-dire que là, il a décidé de montrer le couple dans une attitude assez décontractée. On voit la fille d'un bourgmestre, Béatrix van der Laan, avec donc son nouvel époux, Isaac Abraham Massa, appuyé nonchalamment au pied d'un arbre. Le lierre représente l'amour et la fidélité. Le chardon qui se trouve à l'avant-plan à gauche montre également donc le fait de repousser le mal, donc la fidélité de ce couple également. Et on peut voir une scène assez étonnante sur la droite où on voit le couple qui se promène dans des sortes de jardins de félicité. Donc la mode a changé également, on peut le voir. Désormais, toutes ces couleurs extrêmement importantes qu'il y avait au XVIe siècle vont disparaître pour adopter la mode espagnole, c'est-à-dire les vêtements noirs qui sont uniquement égayés par des cols en dentelle ou donc la fraise portée par Béatrix sur la droite. L'art du portrait va permettre à la plupart de ces peintres de véritablement gagner leur vie. On voit que Rembrandt, au début de sa carrière, a réalisé pendant 3 ans une cinquantaine de portraits. C'est comme ça véritablement qu'il a commencé à gagner sa vie lorsqu'il s'est installé à Amsterdam, avant même qu'il reçoive la commande de cette fameuse ronde de nuit. Et on peut voir sur la gauche un portrait de Maria Tripp. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est la fille d'un des deux frères Tripp, qui joueront un rôle important dans la vie politique d'Amsterdam. Elle a 22 ans, je pense, sur ce tableau. Elle n'est pas encore mariée. Donc, ce n'est pas un tableau de mariage, mais c'était un tableau qui pouvait servir notamment à faire la publicité, en quelque sorte, de cette jeune fille qui ne pouvait pas paraître en public, mais dont le portrait était accroché dans le hall d'entrée au bel étage de la maison des Tripp. On peut voir toute la magnificence des vêtements, des bijoux, le rendu extrêmement détaillé des étoffes et aussi la beauté des carnations. Et certains peintres vont vraiment se spécialiser dans le portrait. C'était le cas de Jan Versprong, avec ce magnifique portrait d'une fillette qui a 5 ou 6 ans, mais qui est déjà vêtue comme une aristocrate, avec ce magnifique vêtement de satin brocardé, de superbes bijoux, et qui est un petit peu maquillée comme une adulte. Comme c'est encore une enfant, elle a le droit de ne pas porter du noir. Dans le portrait de mariage, probablement une des œuvres les plus intéressantes du musée, c'est ce portrait qu'on appelait le mariage juif parfois, ou la fiancée juive, qui serait peut-être Isaac et Rebecca, Jacob et Rebecca. Toujours est-il que ce tableau montre encore une fois une des œuvres extraordinaires de la fin de la vie de Rembrandt, lorsqu'il a abandonné en quelque sorte toute la vie sociale à Amsterdam et qu'il va réaliser ce portrait de couple, probablement sur une commande, mais on ne connaît pas véritablement ceux qui sont représentés sur ce tableau, et qui montre toute la richesse des coloris, notamment dans le rendu de la manche dorée ou du vêtement rouge de Rebecca sur la droite.
Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau de Goltzius, il y avait déjà, on annonçait déjà un genre qu'on appelle la vanité ou la nature morte, c'est-à-dire que dans cette république calviniste, on s'enrichit, hein. Les Pays-Bas et la province de Hollande en particulier est extrêmement riche. On lance des expéditions à travers le monde. Les voyages sont possibles et on peut éviter le scorbut, notamment grâce à ce qu'on emporte sur les bateaux, c'est-à-dire le fromage à pâte pressée non cuite, qui permet d'avoir des provisions qui ne périssent pas en mer. On produit également beaucoup de bière à Amsterdam. Donc, c'est généralement pas du vin qu'on emmène sur les bateaux. Donc, on s'enrichit, on veut montrer cette richesse et c'est ce qui est présent sur cette table. On le voit, il y a une magnifique nappe damassée, il y a un tissu blanc qui a été bien amidonné, des plats en argent, de la porcelaine de Chine, un verre Romer, d'autres verres également que vous pouvez voir à l'arrière, juste par transparence. Le Romer, on va voir, c'est ce verre à pied qui se trouve à l'avant-plan. Il y a une cruche à vin, qui est une cruche en argile. Mais derrière tout cela, pourquoi on les appelle des vanités? Eh bien parce qu'en réalité, on veut montrer qu'il y a à la fois un message biblique, c'est-à-dire que les références sont des références aussi à l'Eucharistie, au sacrifice du Christ, donc l'Eucharistie par le pain ou le raisin, donc le vin ou le vin qui se trouve dans la cruche. Il y a également les noix, donc c'est la chair tendre du Christ sur le bois de la crucifixion, lors de la crucifixion, pardon. Et il y a également ces fromages différents maturés, donc du jeune au très très vieux, qui a quasiment une couleur noire. Et c'est fait bien sûr référence aux trois âges de la vie. Alors, le pain qui est coupé ou le couteau qui est présent, c'est pour montrer que la vie peut être coupée à chaque instant. Le verre renversé derrière la cruche fait également référence à cela. C'est-à-dire qu'il faut profiter de la vie tant qu'il est là, mais qu'il faut savoir en même temps que tout n'est que vanité. Donc, en quelque sorte, la maxime, c'est l'argent ne fait pas forcément toujours le bonheur. La nature morte ou la peinture de genre va devenir donc une spécialité de différents peintres, notamment des peintres de Harlem. Et on peut le voir ici dans cette autre vanité avec donc une représentation extraordinaire des matières, ou dans ce verre à pied ou Romer, on peut voir donc toute la pièce dans laquelle travaille le peintre qui se reflète. On peut voir le reflet des fenêtres dans le verre. La coupe est renversée. Encore une fois, on a une allusion à l'amertume de la vie avec le citron qui est coupé, la coupe d'argent magnifique qui est renversée, les noix qui rappellent l'Eucharistie. Donc un peintre qui s'appelle Willem Klaas Eda. Et pour vous montrer voilà, la réalité de ces objets, qui étaient des objets qui étaient malgré tout assez chers, qui étaient réalisés aux Pays-Bas et qui étaient gravés par des graveurs célèbres, ce verre qu'on appelle le Romer, qu'on pouvait posséder, mais en petite quantité, ou bien on décidait à ce moment-là de les faire représenter. Et la représentation permettait également de montrer un signe de richesse. Les grands travaux d'orfèvrerie qui sont réalisés au XVIIe siècle n'étaient pas la portée de toutes les bourses et c'était généralement les très grands bourgeois ou justement ces gardes civiques qui possédaient de tels objets d'apparat ou bien éventuellement de très grands amiraux de ces flottes des compagnies des Indes. Un autre genre dans la nature morte, c'est le bouquet de fleurs. Et on le voit ici avec donc ce bouquet de tulipes. Là aussi, c'est une vanité parce que, comme vous pouvez le constater, les tulipes ne sont pas toutes
très très fraîches. Il y en a qui sont en train de se faner, qui perdent les pétales. Il y a des insectes, des escargots, des limaces qui menacent les fleurs. On peut voir également un lézard. Donc là aussi, c'est à la fois une référence à la prospérité des Pays-Bas, puisqu'il y a eu un tel engouement pour la tulipe que la tulipe a été cotée en bourse. Je vous rappelle que la tulipe n'est pas originaire des Pays-Bas, mais d'Asie centrale, et que c'est un Français, Charles de l'Écluse, qui a réussi à en faire des cultivars botaniques très importants au jardin botanique de Leiden. Et cet engouement pour la tulipe va également déboucher sur un krach boursier important en 1637, c'est-à-dire 2 ans avant la réalisation de ce tableau par Hans Bollinger. C'est un genre spécifique des bouquets de fleurs. La tulipe avait un tel comment dirais, retentissement, un tel engouement qu'on avait réalisé également dans les porcelaines de Delft, ce qu'on appelle la porcelaine, qui était en réalité de la faïence, des vases spécifiques pour faire des décors de table où ce sont des tulipières, donc on peut voir les différents petits becs dans lesquels on plaçait chaque fois une tulipe. Dans le paysage viendra un des genres particuliers au XVIIe siècle également. Un des peintres les plus importants dans ce genre, c'est Jacob van Ruysdael, qui est, on peut lui dire déjà, une sorte de peintre romantique, c'est-à-dire que dans ce paysage, il arrive à dramatiser complètement cette scène. Donc, si on regarde bien, on voit un paysage qui semble assez anodin, comme on peut le voir aux Pays-Bas, avec un horizon qui désormais est très très bas par rapport au premier paysage hivernal qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de vent. Le voilier qu'on peut voir sur la rivière a les voiles complètement molles. C'est également le cas du moulin qui semble à l'arrêt. Mais comme on peut le voir sur ce tableau, les nuages s'amoncellent, l'orage arrive avec le vent, et le vent arrive par la droite du tableau. On peut voir le Friesli sur les bords de la rivière, le groupe des 3 femmes qui se hâtent vers la ville de Dursed qui se trouve à l'arrière. On voit le clocher de l'église et le meunier qui monte au balcon de son moulin pour donc estimer la force du vent et qui va devoir songer à enlever également les voiles du moulin ou en tout cas à mettre le moulin à l'arrêt en croix, comme c'est le cas ici sur ce paysage absolument extraordinaire, donc un des plus beaux tableaux probablement dans cette galerie d'honneur du Rijksmuseum. La peinture, comme on l'a vu, était également une peinture d'animaux, mais ici c'est un tableau qui est plus politique finalement qu'une représentation d'animaux, puisque c'est une représentation finalement de l'Angleterre qui menace les Pays-Bas. En effet, après la guerre de 80 ans avec l'Espagne, il y aura finalement une autre guerre commerciale au départ qui va commencer avec l'Angleterre. Et si vous regardez attentivement sur ce tableau, vous pourrez voir que dans le coin inférieur gauche, il y a une tête de chien qui arrive, donc un chien qui arrive en nageant et qui menace le nid du cygne, qui donc agite les ailes, fait voler les plumes et qui donc défend férocement son nid. Alors, sur un des œufs, il est écrit Hollande. Sous le signe, il est écrit le nom de grand pensionnaire, donc le grand pensionnaire de 8. Et le chien, c'est l'ennemi, il est écrit l'ennemi de l'État, c'est-à-dire en fait l'Angleterre. Donc voilà, sur une magnifique représentation de ce signe avec donc la lumière qui passe au travers des ailes, on voit en même temps une représentation qui est toujours tout à fait politique et qui a un sens allégorique comme dans la plupart de ces tableaux. La peinture de genre reste la peinture qui est la plus couramment
représenté durant ce siècle d'or. Il y a beaucoup de peintres, des grands et des petits maîtres qui se sont spécialisés dans ce genre. Le plus connu également à l'étranger, c'est Jan Steen, qui était lui-même aubergiste. Il avait une auberge qui s'appelait Au Serpent dans la ville d'Elft. Donc, il était un contemporain de Vermeer. Mais on voit que Vermeer, que nous allons voir dans quelques instants, lui va avoir une peinture de genre qui est tout à fait différente. Ici, en fait, c'est l'illustration d'un proverbe qui est écrit d'ailleurs sur la feuille de papier qui pend à la cheminée, où il est écrit comme chantent les vieux, puis aillent les jeunes. C'est en fait tel père, tel fils, c'est-à-dire si les vieux boivent, les enfants vont faire la même chose. Donc tous les vices sont décrits ici, boire du genièvre ou du vin, fumer du tabac, donc chanter. On voit que c'est une famille bourgeoise, il y a un tapis riche sur la table, il y a une nappe damassée mais froissée, le chien aboie. Les enfants profitent des adultes qui sont ivres pour eux-mêmes boire ou fumer la pipe. Et on peut voir en fait ici tout l'intérieur d'une maison bourgeoise donc qui est désordonnée. On va dire d'ailleurs lorsqu'une maison est en désordre, c'est une auberge de Jan Steen. Jan Steen était un peintre excellent, il travaillait beaucoup. Mais on voit que voilà, il a cette peinture parfois un petit peu truculente, mais à côté de ça, il pouvait faire des œuvres beaucoup plus intimistes, comme c'est le cas ici, donc sur cette peinture, qui est probablement la représentation d'une prostituée, pense-t-on, puisqu'il y a différents éléments qui permettent de le penser. D'abord la couleur du bas, qui est rouge. Les femmes de la bonne société ne portaient pas de bas rouge. On peut voir le souci du détail, puisqu'on voit que l'élastique du bas a serré la jambe, le mollet, juste en dessous du genou quand elle retire les bas. Il y a donc le pot de chambre qui est à moitié rempli, le chien qui dans ce cas ne représente pas la fidélité mais représente la luxure, et on peut voir que cette jeune femme donc qui soulève haut la cuisse donc avait une vie un peu désordonnée, et les mules dans ce cas sont également aussi un symbole donc de cette luxure. Donc un portrait très intimiste qui nous renvoie justement dans ces intérieurs bourgeois, dans les chambres à coucher, comme ici avec Gérard Terborch qui se spécialise donc dans cette peinture de genre ou cette peinture intimiste, ce qu'on appelle les fijnschilders, c'est-à-dire les peintres raffinés. Et ce peintre est très important dans le cheminement de Vermeer. Il a travaillé à Delft également quelques années. Et c'est probablement de Gérard Terborch que Vermeer a appris cette manière de réaliser les gris, ce vêtement de satin gris de cette jeune femme dont on ne connaît pas grand-chose, probablement une scène galante, c'est-à-dire qu'on voit un soldat qui est en visite donc dans cette chambre à coucher. Le lit clos se trouve à l'arrière. Il y a une dame qui est censée les chaperonner, mais qui est en train de boire du vin, donc elle ne surveille pas grand-chose. Une chienne à droite avec les mamelles gonflées. Donc c'est de nouveau des allégories donc d'un mariage futur. On peut se poser des questions sur la chandelle qui est éteinte. Donc voilà, une scène extraordinaire et qui montre encore une fois la grande variété de genres qui pouvaient exister durant ce siècle d'or. Parmi les peintres intimistes, il y a bien sûr Pieter de Hoogh, qui vivait à Delft également, qui connaissait Vermeer, et qui montre ces intérieurs hollandais extrêmement propres, avec donc d'une moyenne bourgeoisie. Ici, un intérieur assez modeste, ce n'est pas une famille patricienne. Néanmoins, on peut voir que dans cet intérieur,
Il y a des peintures, des paysages qui sont accrochés au mur, aussi bien dans la pièce de devant avec le lit clos que dans la cuisine qui se trouve à l'arrière. Une lumière sur la droite qui transcende complètement l'espace, qui illumine l'espace, et donc une scène quotidienne d'une une mère qui est en train de dépouiller sa fille, et qui en même temps l'idée de l'éducation, c'est-à-dire la propreté de la maison, la chaise percée qui se trouve à l'avant, donc garder les enfants propres, mais également leur éduquer l'esprit. Encore une fois, il y a toujours cette morale calviniste qui se trouve à l'arrière de cette peinture intimiste. Et avec Peter de Hoogh, on va rentrer également dans l'intérieur d'un peintre qui est, avec Rembrandt, représente le peintre le plus important du Rijksmuseum, qui est Vermeer. Dans le musée possède 4 œuvres. Je vous en présente 3 parce que voilà, c'est un peintre tellement important. Donc Vermeer qui a donc d'abord fait de la peinture biblique tout au début, et qui après son mariage avec donc Catherine Holmes qui était catholique, va finalement se tourner vers cette peinture intimiste où, de manière extrêmement curieuse, on le voit ici, il nous fait pénétrer à l'intérieur de cette pièce par le placard, puisque c'est donc à l'avant un placard, une sorte de remise avec un balai, avec donc un tapis qui est placé dans un coin, et comme un voyeur, on surprend donc cette scène entre une femme de qualité avec sa servante qui vient de recevoir une lettre. Et grâce au tableau qui se trouve à l'arrière, donc qui est une marine, on peut imaginer que l'amoureux se trouve en voyage et qu'elle attend son retour tout en jouant langoureusement du luth. Donc Vermeer n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un peintre d'un genre comme Peter de Hoogh ou Jan Steen. Il est véritablement un peintre intimiste. On ne connaît pas grand-chose de sa vie, on ne sait pas la raison pour laquelle il a fait ce genre de peinture. Est-ce qu'il pouvait les vendre véritablement? En fait, on pense que non, puisque finalement, Vermeer est mort ruiné en laissant uniquement des dettes donc à sa femme et ses 10 enfants. Et ce tableau de la laitière montre encore une fois cette scène intimiste extraordinaire, avec donc cette lumière qui vient toujours de la gauche. Donc on pense que ce sont toujours des scènes qu'il a peintes à l'intérieur de sa maison. Ce sont pour la plupart des scènes d'intérieur, avec la servante qui est en train de verser calmement, doucement le lait dans une poterie. On peut voir la différence de carnation sur les bras, donc elle a l'habitude de travailler à l'extérieur, c'est pour ça qu'elle a les mains bronzées par rapport à la chair donc de ses bras restée très très blanche. Elle est très concentrée sur ce qu'elle fait. On peut voir la simplicité de la cuisine avec ses carreaux de Delft, puisqu'évidemment à Delft c'était le grand centre de production de cette faïence. Si vous regardez sur le bas du mur, on voit ces quelques carreaux. Et donc ces jaunes et ces bleus tellement caractéristiques de la peinture de Vermeer, qui a utilisé très largement ce colorant du jaune de Naples et du lapis lazuli pour réaliser ces bleus couleurs qu'on va retrouver dans tous ces tableaux, ou encore cette magnifique représentation de cette femme enceinte, complètement absorbée par la lecture d'une lettre. Derrière, la carte des Pays-Bas avec tous ces canaux, et également donc ces domaines qui seront complètement inondés lors de l'invasion française, donc des soudards de Louis XIV, qui va finalement contraindre le stadhouder à ouvrir les digues et à ennoyer toute cette partie des Pays-Bas pour arrêter les troupes françaises, ce qui va causer finalement
la faillite, on peut dire, de Vermeer, qui apparemment n'était pas un peintre qui avait des clients, mais qui était lui-même un marchand d'art, un aubergiste, et qui finalement donc sera complètement ruiné hein, par cette invasion de 1672, donc une de ses œuvres au petit format, puisque c'est un peintre de petit format. Voilà, donc c'est la tempête qui s'annonce avec la fin de ce siècle d'or, la fin de la prédominance des Néerlandais sur les mers. Ce très très beau tableau d'une marine, on voit donc un bateau de pêcheurs et un trois-mâts qui sont pris dans une rafale, dans la tempête. Un des mâts est déjà cassé, les marins courent dans les haubans pour donc ferler les voiles, le bateau de pêche va sombrer. Cette fin du XVIIe siècle marque véritablement un grand tournant au XVIIe siècle. La ville s'est considérablement agrandie, comme on peut le voir ici sur ce tableau de Gerrit van Berkheide, qui s'est spécialisé dans un autre genre qui est la représentation extrêmement minutieuse de la ville d'Amsterdam, qui s'est entièrement construite de manière ordonnée par des bourgeois qui sont également des urbanistes. Une ville qui s'est construite autour du creusement de 3 canaux. Et le plus riche de ces 3 canaux, c'est le canot des seigneurs ou le Ehrengracht, qui, au moment de sa courbe, va aligner les plus belles façades. Donc, au lieu d'avoir une parcelle habituelle, ce sont donc des parcelles de 2 ou de 4 lots qui permettent d'avoir désormais d'énormes maisons qui vont d'un canal à l'autre et qui sont des maisons à jardin et qu'on peut encore voir à l'heure actuelle. Vous remarquerez que sur ce très beau tableau de ce qu'on appelle donc le tournant d'or, qui est encore toujours un des quartiers les plus chics d'Amsterdam, il n'y a pas d'arbres le long de ces canaux. Pourtant, les arbres étaient plantés systématiquement le long des canaux, mais c'est une manière pour le peintre de mettre en valeur la beauté de ces façades qui désormais ne sont plus des façades à pignons, mais qui sont des façades avec des attiques à balustres, à pilastres, donc d'énormes maisons bourgeoises auxquelles on accède au bel étage par un escalier et une porte monumentale. Et c'est ainsi qu'on peut rentrer à l'intérieur de ces maisons par le biais de ce qu'on appelle les Poppenhuis, ou donc des maisons de poupées, qui n'étaient pas du tout faites pour les enfants. Ce n'étaient pas les enfants qui jouaient à la poupée avec ce genre de meubles. C'était en fait des cadeaux de mariage généralement. Et ces maisons, celle-ci, elle est réalisée à l'échelle 1/19e. Il fallait des années pour réaliser ce genre de maison. Tous les objets miniatures étaient commandités à de véritables artistes ou artisans. C'était de la véritable porcelaine chinoise ou de la porcelaine donc de Delft. Il y avait tous les objets qui étaient placés dans les armoires. Par exemple, dans les armoires, on va trouver des véritables vêtements d'enfants. Et on peut voir donc cette maison avec 3 niveaux ici. Donc le niveau du canal qui est un peu enfoncé avec la cuisine et une pièce où on se tient généralement pour recevoir où se tient la famille. Le premier étage, le bel étage avec la porte qui donne sur le canal, avec donc une chambre et un salon, la chambre des enfants en haut et le grenier qui servait également l'endroit où on aminodait le linge et qui donnait encore à une attique un grenier où il y avait donc toute la tourbe qui servait à chauffer la maison. Vous remarquerez le luxe à l'intérieur de ces maisons avec donc les parois qui sont entièrement couvertes de toiles peintes, les plafonds peints également, plafonds à caissons, les bibliothèques. Et le Rijksmuseum possède donc 2 de ces maisons de poupées qui deviendront un genre également et qui étaient extrêmement chères. On dit qu'on pouvait mettre
dans la réalisation de ces maisons de poupées le prix d'achat d'une maison de canal sur donc ces canaux prestigieux d'Amsterdam. Celle-ci est une maison qui a été petit à petit remise au goût du jour au XVIIIe siècle. On a un peu changé l'ameublement, on a remis des personnages qui ne sont pas toujours à échelle, mais en tout cas, lorsqu'on va au Rijksmuseum, c'est absolument fascinant de détailler tous ces objets miniatures qui sont au nombre de 400 ou 500 à l'intérieur de ces maisons, dont celle-ci avec une collection d'argenterie tout à fait extraordinaire. Et on achève ce grand tour du Rijksmuseum avec le 19e siècle, puisque donc les collections vont jusqu'à 1900, mais après on a décidé de faire une nouvelle collection, de la déménager vers le musée municipal, au Stedelijk Museum. Mais je voulais terminer avec ces peintures pour vous montrer qu'après ce 18e siècle où il ne se passe pas grand-chose au niveau des arts, il y a à la fin du 19e siècle un véritable renouveau et le début de la peinture en plein air, bien sûr extrêmement inspiré par l'école de Barbizon, avec également les plaisirs balnéaires, les plaisirs de la plage, ici la plage de Scheveningen qui se trouve tout près de La Haye. On a cette promenade à cheval. Anton Mauve, qui était le cousin, un lointain cousin d'ailleurs, de Vincent van Gogh, et qui donc l'a hébergé pendant quelque temps dans son atelier. Mais voilà, la manière de voir de Van Gogh était extrêmement différente, et on voit d'ailleurs que son art va s'éloigner considérablement de ce qu'on a appelé l'école de La Haye, représentée notamment par Anton Mauve. Et Vincent van Gogh a laissé dans les collections de ce Rijksmuseum un seul tableau, puisque toute la collection de Van Gogh fait l'objet d'une autre grande collection de musées, qui est le musée Van Gogh, qui se trouve d'ailleurs non loin du Rijksmuseum. Et on termine avec donc Georges Bretner, les débuts de la photographie, puisque on voit ici que cette vue sur le single, c'est véritablement comme une photo qui a été captée avec cette femme à voilette qui s'avance vers le photographe. Donc le musée tel qu'il se présente de nos jours, avec dans cette restauration récente la construction d'un seul bâtiment moderne que vous pouvez apercevoir de l'extérieur, avec un bassin qui se trouve juste devant ce pavillon et qui est une nouvelle aile pour abriter la petite collection d'art asiatique qui s'est constituée ces dernières années, avec des objets qui proviennent d'un peu partout en Asie, mais essentiellement du Sri Lanka, d'Inde et de Chine. Et c'est sur cette dernière image très apaisante que je vais vous quitter en vous remerciant donc de votre attention pendant cette heure que nous avons passée ensemble. Je passais un petit peu le délai du temps, je m'en excuse. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et je vous présente nos prochaines conférences. On continue nos voyages virtuels avec une conférence sur Tamerlan, présentée par Anne-Marie Doré, le mercredi 28 avril. Le lendemain, le jeudi, on partira en Sicile avec Alexandre, paléologue. Et le 30 avril, c'est moi qui aurai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter une partie de l'Italie un peu méconnue qu'on appelle le Tyrol italien, donc avec ses montagnes et son patrimoine extraordinaire. Je reste encore un peu de temps en ligne pour voir si vous avez des questions, et je vous souhaite à tous, encore une fois, une très bonne santé. J'espère vous revoir très bientôt sur nos voyages.
Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je redis bonjour à tous ceux qui m'ont écouté, que je connais. Et voilà, à vendredi pour ceux qui voudraient partir au Tyrol avec moi. Au revoir.